Bonjour à tous. Donc ce soir une réunion publique un peu exceptionnelle puisque c'est une réunion publique que nous retransmettons sur notre site internet. Donc vous savez que nous avons annulé nos 2 réunions publiques en raison du risque de contagion du Covid-19. Donc en accord avec la liste Un Guichin pour Terre de Vie, Terre d'Envie. Alors nous on regrettait de ne pas avoir eu ce moment d'échange avec vous en direct et donc nous avons décidé de malgré tout enregistrer cette réunion puisque nous étions prêts à vous présenter l'ensemble de notre liste et de notre programme. Donc voilà pourquoi nous vous diffusons cette réunion sur notre site internet. Alors merci pour votre présence ce soir. Donc moi là on va aborder notre réunion en plusieurs points. La première partie de cette réunion ce sera une introduction où je vais vous présenter notre démarche participative. Je vais vous présenter les membres de la liste qui compte 31 personnes. Je vous présenterai également nos futurs adjoints. Et puis, je me présenterai moi-même et je vous présenterai également notre programme et ce beau document de 12 pages que nous avons créé pour vous et qui est arrivé dans vos boîtes aux lettres. Dans une deuxième partie, en fait, on vous présentera un sujet qui est répondre aux besoins de tous et impulser une dynamique de transmission des savoirs avec 3 personnes qui viendront au micro avec moi. Dans un deuxième temps, nous aborderons la question des loisirs, de la culture, du sport et de la communication. Dans un troisième temps, j'aborderai le sujet très important qui est pour nous le sujet du pacte de transition écologique locale. Dans un quatrième temps, Audrey interviendra sur le sujet de l'urbanisme et de l'aménagement, notamment l'aménagement des centres-bourgs. Et enfin, Daniel, notre futur adjoint aux finances si nous sommes élus, nous présentera les finances et la façon dont nous comptons financer ce beau programme. Voilà. Donc pour commencer, moi je vais vous présenter notre démarche participative. Donc nous, ça fait un an qu'on travaille avec les habitants à co-construire ce programme. Donc au cours de différentes réunions et de temps d'échange que nous avons organisés depuis mars 2019. Donc les premières formes de temps d'échange, ça a été des réunions publiques organisées en mars et en juin, à Guichin et Pont-Réan, par lequel nous avons récupéré beaucoup de petits post-it. Vous voyez ici notre méthode présentée en photo. Donc les gens nous exprimaient ce qu'ils aimaient et aussi ce qu'ils aimeraient. Nous avons aussi fait des temps d'échange au niveau de Barnum que nous avions réalisé dans les centres-bourgs. Et après ces belles expériences, nous nous sommes dit qu'il était aussi très important d'aller à la rencontre des habitants qui habitent dans les hameaux, parce que les problématiques des habitants dans les hameaux ne sont pas les problématiques des habitants qui vivent dans les centres-bourgs. Donc cette démarche nous a permis de recueillir plus de 800 idées. Nous avons aussi organisé des réunions de discussion avec les associations, avec les commerçants de Pont-Réan et de Guichin. Et puis, nous avons fini cette belle démarche, en fait, après avoir recueilli plus de 800 idées, dans une réunion organisée le 3 février, par laquelle nous avons présenté les idées prioritaires à l'ensemble des participants et nous leur avons demandé de voter sur les idées qui leur semblaient les plus importantes. Ce qui fait que dans notre programme que vous avez reçu, certaines idées sont en couleur violette, parce que ce sont les idées sur lesquelles les habitants ont voté lors de cette réunion du 3 février. Donc c'était les idées sur lesquelles on s'engageait de façon très importante, parce qu'on savait que c'était vraiment ce sur quoi les gens étaient vraiment le plus intéressés, en fait. Voilà. Donc je vais vous présenter notre liste, vous raconter aussi un petit peu notre histoire à Daniel et à moi-même, à Daniel et moi-même, le fait que en fait, nous représentons 2 équipes sortantes, en fait, 2 listes minoritaires qui avons fusionné depuis maintenant près de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble, les élus minoritaires. Donc à l'origine, nous étions 6, l'une d'entre nous a déménagé, donc nous ne sommes plus que 5. Donc 26 nouvelles personnes nous ont rejoints. Alors ce sont des personnes qui nous ont rejoints parce qu'elles ont adhéré à la démarche. Souvent, ces personnes, nous les avons rencontrées lors de nos réunions publiques, lors de nos échanges sur les Barnum. C'est vraiment un dispositif qui nous a permis d'avoir des personnes qui arrivaient et qui partageaient vraiment les mêmes valeurs et pour lesquelles, du coup, on a une équipe qui s'entend vraiment très bien et qui va dans le même sens. Ça, c'est très important. Une équipe cohérente, avec des gens qui ont vraiment des compétences sur différents sujets très importants pour une municipalité, comme les sujets notamment sur l'éducation, l'enfance, la jeunesse, l'eau, le sport, la santé, la restauration, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, l'urbanisme, voilà, la culture. Tous les champs qui existent dans une municipalité sont représentés par ces personnes qui composent cette liste et qui sont compétentes.
Donc j'ai le plaisir de vous présenter cette jolie liste et donc vous allez voir les noms défiler derrière vous. Donc le premier de cette liste c'est Daniel Leport qui sera notre futur adjoint aux finances. Donc Daniel est élu depuis 2008, il a 57 ans et il croit au potentiel de Guichen-Pont-Riant. Alors je vous présente Sylvie Lelay, 55 ans, pont-réanaise, qui est proposée pour être future adjointe à l'éducation. Elle souhaite que chaque habitant, association, entreprise trouve à Guichen-Pont-Riant le plaisir d'y être installé. Je vous présente Olivier Giquel, 41 ans, artisan commerçant à Guichen, coprésident du comité des fêtes, qui est proposé en tant qu'adjoint aux associations et au commerce. Et pour lui, il nous faut penser ensemble la vie et la ville de demain. Voici Hélène Lebar, élue sortante, 50 ans, gestionnaire immobilier, conseillère municipale sortante, qui est proposée adjointe à la culture et à la communication. Et pour Hélène, nous construirons tous ensemble le Guichen-Pont-Riant de demain. Thierry Pressard, 55 ans, élu sortant, référent nutrition, qui est proposé adjoint au sport, santé et aux affaires scolaires. Sa priorité sera de faciliter les relations entre les associations, le comité des fêtes, les élus et les habitants, afin de cerner au mieux les attentes et besoins de chacun. Isabelle Québriac, 52 ans, Guichen, assistante maternelle, présidente du comité des fêtes. Elle est proposée adjointe aux solidarités et pour elle, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour mieux communiquer entre habitants, associations et élus. Patrick Jumel, absent ce soir pour des raisons de santé. Donc il a 58 ans, il est pont-réanais, il tient à le dire, il est co-créateur du VTT Club de Pont-Riant. Il est proposé adjoint aux travaux, énergie, eau et sécurité. Et pour lui, il souhaite travailler pour le bien-être des Guichenais pont-réanais. Audrey Groeni, 41 ans, habite à Guichen, est ingénieure de formation en génie urbain. Elle est engagée dans le Repair Café, elle est proposée adjointe à l'urbanisme et au cadre de vie. Enfin, pour Audrey, bref, il y a beaucoup de boulot à Guichen sur ces sujets-là. Bruno Margotin, 54 ans, pont-réanais, chef de projet. Il est bénévole au basket club de Guichen. Auparavant, il était président du basket club de Pont-Riant. Il est proposé délégué aux conditions de travail. Il a envie d'habiter une commune où tous les habitants ont le sentiment qu'il y fait bon vivre. Clémentine Marquet, 18 ans, guichenaise, étudiante infirmière. Elle est proposée référente jeunesse, c'est une de nos deux jeunes. Et elle s'engage sur cette liste afin de mettre l'habitant au cœur du projet. Pierrick Offray, 50 ans, et il est de Guichen, technicien conseil en photovoltaïque, il est conseiller municipal sortant. Il préfère penser le changement plutôt que changer le pansement, une citation de Francis Blanche. Annick Sigismund, 56 ans, habite Guichen, elle est assistante polyvalente en recherche d'emploi. Pour Annick, ce qui est important, elle s'engage car notre avenir dépendra de notre capacité à développer l'intelligence collective et c'est à chacune et chacun d'entre nous d'y contribuer selon ses possibilités. Paul Bourrel, notre deuxième jeune, il habite Guichen, il a 18 ans, il est étudiant en BTS Commerce International, il est proposé référent jeunesse et Paul s'engage parce qu'il espère amener d'autres jeunes guichenais et pont-réanais à s'appliquer dans la vie de la commune, notamment leur offrant une écoute toute particulière de jeunes, parce que Guichen-Pont-Riant en a besoin. Nathalie Matisse, elle a 52 ans, elle est assistante juridique, elle habite Guichen. Elle était administratrice de l'association Culture Bio depuis 2006 jusqu'en 2017. Elle compte beaucoup sur les citoyens de Guichen-Pont-Riant, les élus, les collectivités et les techniciens pour dialoguer et partager le plus possible les envies, les besoins, les visions. Elle espère ainsi servir le mieux possible les habitants de Guichen-Pont-Riant dans le respect de la vie, tout simplement. Alors Thierry Audran, 41 ans, habite Guichen, il est responsable des espaces verts et il souhaite servir l'intérêt général des administrés et de la collectivité. Nelly Rioux, 53 ans, habite Guichen, elle est éducatrice des jeunes enfants. Elle est bénévole au sein d'une association, Le Geste et le Regard, qui accompagne les personnes en situation de deuil. Et elle est bénévole au sein de Badel Népal. Et pour Nelly, ce qui est important, c'est que chacun à son niveau peut apporter sa pierre à l'édifice pour faire de Guichen-Pont-Riant une ville engagée pour tous ses habitants. Slimane Emmer, 56 ans, il habite Guichen, il est conseiller en prévention dans le secteur du BTP. Il est bénévole au cinéma Le Bretagne de Guichen et il est ancien membre du conseil d'administration de l'association Culture Bio. Pour Slimane, il ne peut qu'adhérer et défendre ce système de co-construction pour le bien-être ensemble.
Solène Déhou, elle a 35 ans, elle habite Guichen, elle est assistante maternelle et Solène s'engage car elle croit que l'on peut améliorer les choses en adoptant une politique différente. Joël DS, 72 ans, il habite Guichen, retraité de la Compagnie Générale des Eaux, président fondateur de l'APHGPR, donc c'est une association qui travaille sur les questions du patrimoine et de l'histoire, donc depuis 2011. Il s'engage, mes ambitions sont apolitiques, elles sont juste d'apporter, de partager dans l'intérêt général, de transmettre des connaissances aux générations futures. Il est proposé référent patrimoine historique. Géraldine Reblot, 43 ans, elle habite Guichen, elle est responsable de secteur dans une association. Elle est convaincue que les actions portées par une équipe municipale n'ont de sens que si elles sont articulées entre elles et qu'elles tiennent compte des préoccupations majeures du monde actuel, c'est-à-dire la démocratie locale, l'écoute, la préservation de l'environnement et une démarche écologique. Christophe Le Gall, 54 ans, il habite Guichen, technicien de maintenance, membre d'un comité d'entreprise pendant 12 ans. Sa vie privée, sa vie publique, il ne lâche rien. Les mots fatalité et résignation ne font pas partie de son vocabulaire. Alice Ducotte, 40 ans, habite Pont-Réan. Elle est animatrice informatrice jeunesse. Elle s'engage car il faut travailler dans un schéma de démocratie réellement participative au plus près des habitants pour développer un projet qui ait du sens. Romain Nanani, 36 ans, Pont-Réanais. Il est responsable d'animation et formation environnement. Pour lui, Guichen-Pont-Réan l'a vu grandir et ce n'est pas un hasard s'il est revenu vivre sur sa terre natale. Il espère, avec ce projet et cette équipe, lui rendre l'appareil. Marion Troula, 27 ans, elle habite Guichen, elle est aide-soignante. Pour Marion, le citoyen n'est pas un consommateur, c'est un producteur d'idées, de convictions, d'engagement, de solidarité. Patrick Savary, 62 ans, Pont-Réanais. Il est ingénieur en assainissement eau usée, eau pluviale et alimentation en eau potable. Il est retraité depuis janvier 2020. Patrick souhaite mettre toutes ses connaissances et compétences au service de Guichen-Pont-Réan. Joëlle Sussinger, 60 ans, Pont-Réanaise, agent municipal à la retraite. Elle s'engage pour que chacun puisse évoluer d'une manière saine, épanouissante, dynamisante et sécurisante à Guichen-Pont-Réan. Lilian Repère, 49 ans, il habite Guichen. Il est responsable de service à la direction des sports de la ville de Rennes. Il a été vice-président du football club de Guichen en 2018 et il était bénévole depuis 2009. Pour Lilian, capter le sens sur le terrain dans un dialogue constructif, tel est l'esprit du collectif Guichen-Pont-Réan positif. Sonia Koustanovic, 46 ans, habite Guichen. Elle est gérante d'entreprise. Ce qu'elle souhaite, c'est repensons de façon positive la vie à Guichen-Pont-Réan. Philippe Thiboul, 66 ans, Pont-Réanais. Il est directeur général d'un centre intercommunal d'action sociale. Il est à la retraite. Il s'engage afin de faire de Guichen-Pont-Réan une ville dynamique, positive et aimée de tous. Enfin, Cécile Avril-Chaise, elle a 60 ans, elle est pont-réanaise, elle est médecin anesthésiste au CHU de Rennes. Elle s'engage pour que demain soit vraiment demain à Guichen-Pont-Réan. Vous avez vu sur notre programme que nous vous avons annoncé qui seraient nos futurs adjoints que nous proposerons au vote au conseil municipal parce que pour nous, il est vraiment très important d'être transparent jusqu'au bout. Ça a du sens puisque évidemment les gens doivent savoir à qui ils vont s'adresser sur tel ou tel sujet. Voilà pourquoi on vous l'a annoncé, c'est quelque chose d'assez original. Donc maintenant je vais me présenter moi-même. Donc moi je suis Michèle Motel, j'ai 48 ans, je suis inspectrice des finances publiques. J'habite Guichen depuis 2003. J'ai élevé mes 3 enfants qui ont maintenant 23 ans, 21 ans, 18 ans. Donc j'ai habité à Guichen en tant que maman, qui fréquentait les commerces, qui fréquentait les écoles, qui fréquentait les associations. Donc rapidement, je me suis engagée dans le milieu associatif puisque j'ai été présidente de la ludothèque. J'ai aussi été bénévole au club de basket. D'ailleurs, j'ai rencontré Bruno en allant sur ces terrains de basket. Ça a été très important pour moi parce que cet engagement bénévole, en fait, il a suscité après mon engagement en tant qu'élu, puisque rapidement, je me suis posé la question sur les relations qu'on pouvait avoir quand on était membre d'une association avec les élus. Parfois, j'avais des difficultés à faire comprendre quels étaient nos besoins et nos difficultés. Et je me suis dit que je passerais bien de l'autre côté du miroir pour voir comment ça se passait. Et c'est pour cela que je me suis engagée dès 2008 sur liste municipale. Donc, je suis élue conseillère municipale depuis 2008. Je suis aussi conseillère, alors je suis conseillère communautaire, c'est-à-dire conseillère à la communauté de communes depuis 2014.
et j'ai été élue vice-présidente à la communauté de communes en charge de l'enfance, jeunesse et de la famille, ainsi que des centres socioculturels. Donc ce mandat, il est très important, donc ça fait 6 ans que je tiens ce mandat. La communauté de communes, c'est une collectivité qui compte 48 000 habitants. Donc être vice-président d'une communauté de communes de cette taille, c'est être adjoint, c'est comme un adjoint d'une grande ville. Et ça m'a permis vraiment d'acquérir énormément de compétences et de connaissances sur beaucoup de dossiers. Parce qu'évidemment, quand vous êtes président ou adjoint d'une grande ville, vous parcourez tous les sujets. Donc voilà, ça c'est un point très important. Et j'aurai l'occasion de vous reparler de certains de nos dispositifs, notamment des centres sociaux, puisque évidemment on a les connaissances financières et techniques sur ces projets-là. Du fait de ce mandat que j'ai eu à la communauté de communes Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Je suis aussi conseillère départementale depuis 2015. Et là, c'est pareil, ce mandat, ça a été une riche expérience pour moi, puisque j'ai découvert une nouvelle collectivité avec de nouvelles compétences, notamment autour des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, autant de sujets qui nous préoccupent aussi quand on habite une commune. Il y a beaucoup de choses à faire et on le verra, on a des projets sur ces sujets-là en local. Moi, si demain je me présente à vous comme pour être votre maire, si demain vous décidez de voter pour notre liste, moi je m'engage à ne pas briguer de nouveaux mandats. C'est-à-dire que je m'engage à finir mon mandat au département, ce qui est très important. Il me restera 1 an à faire au département. Cette année, elle sera mise au service en fait de trouver des solutions pour Guichen, puisqu'on aura déjà commencé à travailler sur plein de sujets. Et être à l'intérieur du département permet d'avoir déjà un pied dans la maison pour trouver les bons financements, les bons techniciens. Il y a beaucoup de sujets, vous verrez, sur la question des sécurités des routes départementales. Il vaut mieux que je finisse mon mandat pour essayer de faire avancer rapidement ces sujets. C'est pour ça que je finirai mon mandat, mais je ne briguerai pas de nouveau mandat, puisque je souhaite me consacrer à la mairie de Guichen. Voilà, ça c'était très important de vous le dire. Donc, je suis inspectrice des finances publiques, ce qui veut dire que, évidemment, je suis cadre A de la fonction publique, donc j'ai des connaissances en management, en encadrement personnel, et surtout sur la question du respect des conditions de travail des agents, c'est quelque chose qui est très important pour nous sur cette liste. De même, en tant qu'inspectrice des finances publiques, je connais les finances locales d'une commune, évidemment, je sais comment aussi se créer un budget. Voilà, j'ai les connaissances et les compétences, tout ça pour vous rassurer. Donc je vais en revenir sur la question de mon engagement à moi personnel, pourquoi je m'engage après tout ce mandat. C'est vrai, j'aurais pu arrêter, j'avais fait ma part quand même si c'est difficile d'être élu minoritaire, on avait fait avancer des dossiers, n'est-ce pas Daniel? Je m'engage parce qu'en fait, cette démarche, elle est hyper convaincante en fait. Cette démarche, elle a du sens. Être demain élu, après avoir réalisé une démarche comme celle-là, c'est vraiment très motivant et enthousiasmant pour nous tous qui formons cette liste. Je m'engage aussi parce que cette liste, moi je le sais, j'en suis très fière, je suis très enthousiaste, elle est composée de belles personnes qui ont la même envie qu'on partage, nous les élus sortants. Donc voilà pourquoi je m'engage. Alors ça me permet de vous parler de notre programme. Vous voyez, ce programme, c'est 12 pages. Alors 12 pages, ça peut paraître copieux, mais moi c'est vrai que je vous invite à parcourir ce programme en faisant des sauts de puce. Vous commencez par regarder une thématique qui vous intéresse, et puis de petit à petit, vous allez peut-être avoir envie d'en lire un petit peu plus. On a essayé d'être très pédagogue dans la façon d'écrire, on a essayé d'être concret. Dans ce qu'on va vous présenter, vous allez voir, on essaye aussi d'être pragmatique sur la question des finances, parce que nous sommes des gens responsables. Il n'est pas question de dépenser n'importe comment l'argent public, nous sommes des gens raisonnables. Voilà. C'est un programme aussi qui s'engage sur un pacte de transition écologique locale. Alors pourquoi un pacte de transition écologique locale? Pourquoi n'avons-nous pas fait le choix de signer le pacte de transition nationale? Parce que pour nous, en fait, à partir du moment où on fait cette démarche de co-construire un programme avec les habitants depuis 1 an, ça n'a pas de sens d'aller chercher ailleurs les solutions. Les demandes et les solutions, les gens nous les ont portées au cours de nos réunions. Et c'est pour ça que nous, dans notre programme, vous avez 2 pages. 2 pages sur le pacte de transition locale. Et vous verrez, dans ce pacte de transition locale, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver aussi dans le pacte de transition nationale. Normal, puisqu'on parle quand même des mêmes sujets. Et voilà, pour nous, ça a du sens de faire du local pour les habitants, répondre à leurs besoins. Donc voilà, je vous ai présenté l'ensemble de ce qu'on voulait vous présenter en introduction. Donc maintenant, je vais appeler avec moi, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais appeler avec moi un groupe de futurs élus, si nous sommes élus. Donc c'est Sylvie Lelay qui va venir nous parler du droit à l'éducation et de l'accès au savoir. Paul et Clémentine, nos 2 jeunes, qui viendront nous parler de l'action jeunesse, des actions jeunesse. Et puis, pour ma part, ensuite, j'aborderai la question du centre socioculturel qu'on vous propose. Donc je vous invite à venir me rejoindre tous les 3.
Oui, bah alors Sylvie, je te laisse nous parler de l'éducation. Voilà, plutôt de la charte. Ouais, la charte des villes éducatrices. Bonjour, bonjour à tous. Et ben, écoutez, vous avez pu noter dans le début de programme, et ça c'est vraiment une fierté pour nous, une référence à notre adhésion à la charte des villes éducatrices. Alors, on aurait pu passer beaucoup de temps sur cette charte, tant elle est riche, et vraiment je vous invite à aller la lire plus intensément sur Internet. C'est un concept qui est né il y a vraiment très longtemps de ça à Barcelone, suite au franquisme. Donc elle est vraiment chargée d'histoire, cette charte. Ils ont voulu, à la sortie de cette histoire douloureuse, construire une ville, impulser quelque chose de positif et de dynamique. Ce concept-là a essaimé un petit peu dans le monde et fonctionne maintenant en réseau. Le réseau français date de 1998 et ce que nous vous proposons, c'est d'adhérer à ce réseau-là. Pourquoi? C'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire sérieux, c'est que vraiment ça a du sens pour nous. Quand on a travaillé ensemble sur notre programme, il était évident que la ville avait quelque chose à dire en termes d'éducation. Et voilà, c'était une évidence pour nous d'adhérer à cette charte de ville éducatrice. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça veut dire que le champ éducatif ne s'arrête absolument pas à l'école ou au champ familial. Ça a une dimension beaucoup plus importante et une ville, une commune comme la nôtre, Guichen-Montréal, a son rôle à jouer. Ça se joue dans le choix d'un budget, ça se joue dans la manière dont on organise la ville, ça se joue dans la manière dont on a d'impulser ou de proposer des projets. La ville a toute sa place dans le champ éducatif. Ça veut dire aussi que ça ne s'arrête pas aux enfants. Ce qui était important pour nous, Michel, pour tous, et on l'a vu sur les barnums, les gens à venir nous voir, ça s'arrête, ça va de 0 à 100 ans. Ça veut dire que chacun doit avoir sa place dans cette ville, chacun doit avoir son mot à dire, chacun doit pouvoir se former tout au long de sa vie. Il doit pouvoir se nourrir de culture, de loisirs, de plaisir, de convivialité. C'est ça la charte d'une ville éducatrice. C'est ça qu'on souhaite pour les habitants. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est participer à un réseau. Quand on participe à un réseau, ça veut dire qu'on mutualise nos expériences. Ça veut dire qu'on est dans le partage. On sait qu'on ne sera pas tout seul pour tricoter le monde de demain. Moi, j'aime bien cette idée de tricot. Voilà, en France, il doit y avoir à peu près une 60aine de villes, j'espère ne pas me tromper. Dans le monde entier, parce que c'est vraiment une charte internationale, ce réseau-là il est international. Dans le monde entier, il y a des villes avec les habitants, avec les élus, avec tous les partenaires de 0 à 100 ans. Ils essayent de tricoter le monde de demain. Et moi, je suis assez fière, très fière même, Michel, que ça figure dans les premiers mots de notre programme. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire à ce propos. Vous pourrez noter que ça ne coûte rien le partage, la transmission de savoir, ça ne coûte rien. 220 € à l'année, 0,02 Thierry, euros par habitant. Donc allez la lire, elle nous ressemble. Merci Sylvie pour cet échange passionné et plein d'émotions. Donc vous voyez à quoi on s'engage tous ensemble. Tu vas nous parler d'un deuxième sujet, Sylvie, qui est un dispositif très concret. Alors là, ça relève vraiment d'une question que les parents nous ont posée quand on était sur les parents ou dans les réunions publiques. C'est tout simplement, en fait, quand vous êtes parent et que vous travaillez le mercredi, eh bien vos enfants vont au centre de loisirs, mais malheureusement, du coup, ils ne peuvent pas pratiquer ni d'activités sportives ni d'activités culturelles parce qu'il n'y a personne pour les amener dans ces activités. Donc il y a une solution, et la solution, on a été la chercher à nouveau tout, Sylvie. Je te laisse en parler. Alors, oui, Michel, tu nous as parlé de cette proposition à laquelle nous avons adhéré. Elle prend d'autant plus sens que Guichen-Montréal a choisi de repasser
à la semaine de 4 jours. Ça veut dire que les enfants qui sont empêchés de profiter des associations culturelles, sportives, le mercredi après-midi, sont les mêmes qui n'en profitent toujours pas non plus les jours de la semaine. Donc effectivement, on ne peut pas répondre à tout, on ne peut pas répondre à tous les empêchements, mais à celui-là, on peut faire quelque chose. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux enfants du centre de loisirs de pouvoir aller dans pratiquer le sport dont ils ont envie, ou pratiquer une activité artistique quelconque, culturelle. Voilà. On prend un petit bus, on va les chercher au centre de loisirs, on les emmène sur leur lieu d'activité et là, accueillis par un membre de l'association. Ça, c'est tout le travail qu'on aura à faire avec les partenaires associatifs de la commune. On espère tous, mais on n'en doute pas qu'ils répondront présents. Et voilà. Alors, on travaillera ensemble, de toute manière, sur ce dispositif-là pour voir concrètement, pratiquement, comment ce sera possible. Ça a été possible à Nouveau-Tout, ce sera possible chez nous. Et c'est pas cher. 5 600 € sur le budget global d'une commune comme la nôtre, si on ne fait pas ça, franchement, bon, voilà. En sachant qu'en plus de ça, la CAF peut nous apporter une subvention relativement conséquente. Donc on aurait vraiment tort de se priver, on aurait tort de priver quelques enfants sur Guichin de faire le choix de s'engager de manière pérenne et de s'impliquer dans une activité qui va les porter toute l'année. Alors vous voyez, nous sommes des pragmatiques, je ne vous l'ai pas dit au début, mais nous sommes des gens sensés, donc nous allons chercher les expériences, les bonnes expériences ailleurs. Et donc quand nous vous posons des actions, nous savons que c'est possible de le faire, et c'est simple et pas coûteux. Voilà notre sens aussi du pragmatisme. Donc je vais appeler Paul et Clémentine et vous allez nous parler de 2 autres projets. Merci Sylvie, merci beaucoup. Paul et Clémentine, donc nos 2 futurs référents jeunesse. Alors venez me rejoindre. Alors j'en profite pour vous parler de Paul et Clémentine. C'est vrai que nous, on a fait le choix d'avoir 2 jeunes de 18 ans sur nos listes. Alors pourquoi ce choix ? Parce que nous, on considère que dès 18 ans, on est citoyen, on est même citoyen pour nous un petit peu avant. Hein. Dès 15 ans, on commence à avoir déjà envie de débattre avec ses parents à la maison, et c'est très simple de débattre avec ses parents. Et on considère aussi que du coup, ils doivent être représentés aussi sur une liste municipale. Parce que la jeunesse à Guichin, ça représente quand même plus de 20% de la population. Et aujourd'hui, qui portait leur parole dans les différentes listes que nous représentions ? Donc nous avons fait le choix d'accueillir Paul et Clémentine, qui étaient clairement volontaires tous les deux, d'accueillir, vous voyez, aussi la parité, un garçon, une fille, hein, c'est aussi la démarche que nous avons choisie, des jeunes qui sont engagés, compétents, vraiment, nous on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux pendant 1 an, c'est nos chouchous à nous, à tous, parce que c'est souvent eux qui faisaient les comptes rendus de réunion d'ailleurs, vous voyez, tellement ils sont adeptes de tout ce qui est informatique, etc. Et ça a été une belle expérience, et là ils ont plein de choses à vous dire sur déjà le collectif jeune, parce que nous, notre esprit c'est de dire, on construit demain avec les jeunes, nos jeunes parleront aux jeunes, et peut-être que comme ça, demain, d'autres jeunes auront envie de s'engager. Nous, notre esprit, c'est d'être là un moment, et surtout de passer le flambeau, hein, puisque c'est ça aussi, hein, passer le flambeau à la jeunesse, nous, on sera là qu'un temps. Voilà, c'est ça. Donc je vous laisse la parole, Paul et Clémentine. Okay. Donc, bonsoir. Donc, bonsoir. Donc nous, en préparant notre présentation pour le projet pour la jeunesse, on s'est posé en fait des questions de ce que la municipalité actuelle elle faisait pour la tranche d'âge des 16-25 ans. Donc on a réfléchi et au final, hormis le budget participatif qui est ouvert à tout le monde et aussi la mission argent de poche qui est réservée pour les mineurs, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des projets qu'on pouvait mener pour cette jeunesse. Et donc, en tant que jeune engagé, on trouve que notre avis n'est pas assez sollicité en fait par la municipalité et qu'il y a des projets qui peuvent être menés avec la jeunesse. Alors, selon nous, du coup, notre programme il répond à des problématiques principales que notre tranche d'âge se pose, à Guichin et Montréal un peu plus précisément, c'est-à-dire les déplacements, le transport, l'écoute qu'a la municipalité envers notre tranche d'âge. Donc nous, on a décidé d'apporter on a des pistes en tout cas, des solutions, peut-être pas, mais des pistes. Donc premièrement l'écoute. Donc nous, 2 référents jeunesse,
de 18 ans. Donc voilà, vous savez, je pense que des jeunes, parler à des jeunes, c'est peut-être plus agréable. En tout cas, on a l'impression de se faire mieux comprendre, et nous y compris. Nous, le référent jeunesse, on accompagnera, en tout cas on recueillera et on accompagnera la jeunesse de Guichen-Pont-Réan lors de la création de projets. Donc ce fameux collectif jeune, auquel sera alloué 10 000 € par an de budget. Un des projets phares qu'on voudrait étendre, c'est le dispositif argent de poche. On voudrait l'étendre par exemple pour aider à financer le permis de conduire chez de nombreux jeunes. Bon, 16-25 ans, même on pourrait aller plus loin parce que des fois il y a des jeunes d'une trentaine d'années qui n'ont pas de permis, pas de possibilité d'aller trouver un travail, d'aller réaliser leur projet. Donc étendre ce projet pour pouvoir les aider à financer ce fameux permis de conduire. Aussi, on a pensé et on a réfléchi sur les aménagements dont on pourrait avoir besoin en fait. Et il y avait beaucoup la demande de créer 2 city parks, un à Pont-Réan et un à Guichen. Et donc ça, c'est une demande qui revenait pas mal dans la jeunesse. Et donc ça, c'est un projet qu'on aimerait réaliser, qui est inscrit dans notre programme. Et aussi, par exemple, l'installation d'espaces de convivialité. Et donc là, c'est pour les jeunes, mais aussi pour tous, pour toutes les tranches d'âge. Et ça serait, par exemple, mettre des abris disponibles avec de l'électricité, de la lumière, pour que tout le monde puisse se retrouver et puisse, oui, voilà, créer des espaces de convivialité. Échanger des moments de loisirs, de plaisir. Donc pour conclure notre petite intervention, nous on est là pour répondre aux besoins de Guichen-Pont-Réan et de la jeunesse en particulier, pour les écouter. Donc on s'engage à écouter cette jeunesse pendant nos 6 ans à venir si on est élu. À les écouter, à mener des projets à bien. On a beaucoup d'envie, beaucoup de perspectives en tête et on espère recueillir plein d'idées, plein de belles idées qu'ont les jeunes à Guichen-Pont-Réan. Sur la thématique des déplacements, qui est une des thématiques principales pour notre tranche d'âge, on avait pensé à faire une piste cyclable, une piste, comment on appelle ça, oui, une piste cyclable, c'est ça, et piétonne, voilà. Et donc ça permettrait à rendre moins dangereuse cette route qu'il y a entre Guichen et Pont-Réan, où on retrouve souvent des autostoppeurs, des cyclistes. Et donc dans l'exemple de ce qu'il y a entre Bru et Pont-Réan, on aimerait bien réaliser la même chose. Voilà, donc le budget qui a déjà été chiffré, c'est 400 000 €. Donc voilà, on sait qu'il y a des financements de la commune qui sont possibles, mais des subventions du département. Voilà, Michel pourra peut-être en parler plus tard dans la réunion. Des subventions donc, du département. Nous, c'est notre but dans la liste, c'est aller chercher les subventions là où il y en a, à la communauté de communes, au département, pour les différents projets qu'on mène. Donc ce coût, c'est 46 € par habitant, hors les subventions du département ou de la communauté de communes, ou de la commune comme on en parle. Et sinon, il y a des projets qui sont moins coûteux, et c'est par exemple le fait de mettre en place l'autostop solidaire. Donc en fait, ça serait par exemple, à l'aide d'une application, mettre en relation les personnes souhaitant se déplacer, donc les autostoppeurs, et les conducteurs. Et donc ça permettrait de rendre moins dangereux et d'aider surtout cette jeunesse qui a besoin de se déplacer, mais qui ne peut pas toujours quand leurs parents sont au travail ou quand ils doivent sortir. Et donc c'est un dispositif qui ne coûte pas grand chose à la commune et qui pourrait, je pense, aider beaucoup de personnes en fait ici. Voilà. Je vais compléter. Merci beaucoup à vous. Vous voyez, on a vraiment des jeunes engagés et c'est agréable de vous écouter parler. Donc, c'est vrai que le réseau Stop Solidaire, c'est quelque chose qui est expérimenté beaucoup dans les villes du sud de la France. Donc, vous voyez, le coût annuel, c'est 4 000 € par an parce que c'est le coût d'adhésion à la plateforme de covoiturage local. En fait, c'est ça, c'est une plateforme de covoiturage local qui anime un réseau d'autostoppeurs et de covoitureurs. Donc, l'idée, c'est d'installer dans l'espace public des panneaux Stop. Les jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, s'installent sur ce panneau Stop, envoient un message avec leur application smartphone, je suis là, j'attends à tel point autostop, et là un covoitureur qui passe, le prend en stop à cet endroit-là, et voilà. C'est vraiment des dispositifs pour faciliter les déplacements de façon simple et intelligente sur un réseau local. Voilà. Assez sécurisant aussi pour tous, puisqu'on est adhérent d'une plateforme. Voilà. Merci beaucoup Paul et Clémentine pour votre intervention. Donc je vais continuer les présentations. Alors là, c'est moi qui vais vous parler d'un dispositif qui recouvre en fait l'ensemble de nos dispositifs et c'est un centre socio-culturel. Alors,
Pour revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Sylvie, la question de la transmission des savoirs pour nous, de l'apprentissage tout au long de la vie, du développement personnel, de la capacité à accéder à des loisirs pour tous, c'est quelque chose d'essentiel. On a envie de partager avec tous les habitants, leur donner les moyens d'accéder à ces notions de plaisir, de bonheur, de relations partagées avec les autres, d'échanges, voilà. Et donc, rien de mieux pour ça qu'un centre socio-culturel. Donc, moi, j'en ai l'expérience par deux expériences. L'une avec le centre socio-culturel Le Coris, basé à Baldanas, qui regroupe une multitude de services, hein, et l'autre avec un centre socio-culturel géré par une association à Guy-Prémessac. Donc, en fait, la question d'un centre socio-culturel est simple. C'est la création d'un poste, ce qu'on appelle un poste animateur-famille, qui va être en relation continuelle avec les habitants, les associations, et qui va, selon les demandes des habitants et des associations, proposer des animations. Donc on peut avoir plein de sortes différentes d'animations, tout dépend de la demande des habitants. Donc le coût il n'est pas exorbitant parce que c'est quelque chose qui est très financé par la caisse d'allocation familiale. Pourquoi? Parce que la caisse d'allocation familiale s'est rendue compte que ce genre de dispositif, ça permet vraiment la transmission des savoirs entre générations. Ça permet vraiment de conforter la notion de lien social. Donc, le coût, c'est un coût en moyen humain, puisqu'il faut créer un poste de directeur, un poste d'animateur famille, un poste de chargé d'accueil, et puis un quart de poste comptable. Alors, il faut que vous le sachiez, donc on a chiffré l'ensemble de ces postes à 118 000 €. Il faut que vous sachiez que l'ensemble de ces postes, nous les avons quasiment tous dans la commune. Nous avons aujourd'hui un poste de directeur à l'espace Galatée. Ce poste aujourd'hui n'est pas financé par la CAF puisque nous n'avons pas l'agrément centre social. Le poste chargé d'accueil, nous avons des chargés d'accueil à l'espace Galatée. Leur poste n'est pas financé par la CAF puisque nous n'avons pas cet agrément centre social. Nous avons des postes comptables à la mairie puisque nous avons un service financier à la mairie. Donc, quand on prend ce genre d'agrément, en fait, ça permet d'obtenir des subventions pour des postes que nous avons déjà. Voilà, il suffit de détacher des moyens humains sur ces fonctions-là. Donc nous, on vous a pas fait le distinguo réel, on vous a expliqué que la somme des postes représentait 118 000 €. Il faut compter aussi 20 000 € en animation, parce qu'évidemment, une animation, c'est quoi? Quand vous emmenez deux quarts de famille au bord de la mer, ça a un coût d'affréter des cartes. Donc voilà, c'est ce genre d'animation qu'on peut réaliser. Donc il faut compter un budget annuel de 20 000 €. Donc le conseil départemental verse une subvention annuelle de 8 000 € et la CAF verse une subvention de 62 000 €. Alors on vous a mis en dessous la subvention que pourrait nous verser BHBC. Pourquoi? La communauté de communes. Parce qu'aujourd'hui, la communauté de communes cofinance les deux centres sociaux qui existent. Donc il n'y a pas de raison, si nous en créons à Guichin, qu'ils ne cofinancent pas non plus celui-là. Donc le reste à charge, qui serait de 48 000 €, serait partagé entre la communauté de communes et la commune, donc 24 000 €. Alors, on vous a fait un petit calcul que finalement, ce serait peut-être un gain, parce qu'on va réussir à optimiser des postes qui existent déjà, notamment le poste de directeur de l'espace Galatée qui sera transformé en poste de directeur du centre social espace Galatée. Voilà. Alors ce projet aussi, il est lié aussi à autre chose, c'est qu'aujourd'hui l'espace Galatée se vide. Vous savez que nous avons créé une nouvelle médiathèque. L'espace Galatée va devenir une coquille vide. Et nous, on n'a pas envie d'avoir une coquille vide, on a envie d'avoir quelque chose qui génère encore une nouvelle dynamique, et c'est pour ça qu'on vous proposera ce projet. Alors, un centre social, ça se crée après une année de travail avec les habitants et les associations sous la forme d'un diagnostic social partagé. Donc il ne pourra voir le jour, ce centre social, en 2021-2022, le temps qu'on ait fait cette étude sociale et associer les habitants à savoir quelles sont leurs priorités. Voilà, quelles sont leurs attentes et leurs priorités. C'est vraiment, quand on parle de centre socioculturel, c'est un aspect culture, hein, c'est culture et social, mais social dans le sens transmission des savoirs, éducation, vous voyez. Au centre social Valdanas, on accueille aussi des services d'aide à la personne. Par exemple, on accueille des permanences du Centre d'information du droit des femmes. On accueille des permanences du point accueil emploi. On accueille des permanences de structures qui viennent en aide aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. On peut aussi coupler ce genre de dispositif, culture, mais aussi aide aux démarches administratives. Voilà, voilà tout l'intérêt de ce projet. Alors, dans ce type de projet, je pourrais vous parler d'une expérience qu'on a eue à Valdanas. En fait, des bénévoles se sont dit qu'il serait utile, puisqu'ils rencontraient ce type de personnes,
de faire sortir de chez elles les personnes âgées isolées. Et donc elles ont elles-mêmes porté un dispositif qui s'appelle Tous au cinéma. Et une fois par mois, les bénévoles affrètent un car et vont chercher les personnes âgées dans la campagne et les amènent au cinéma. Alors c'est bon pour tous ce genre d'animation, puisque vous savez que le moyen de garder en bonne santé des personnes âgées, en bonne santé physique, c'est d'avoir aussi, de garder aussi un lien social et une activité sociale. Donc moi, pour avoir eu le retour de leur témoignage, elles attendent avec impatience tous les mois cette sortie au cinéma, où elles retrouvent leurs copains et leurs copines dans le car, et où elles papotent avant d'aller voir la projection du film. Et vraiment le plaisir qu'elles ont, et elles me l'ont dit, c'est vraiment ce moment qu'elles ont dans le car, comme quand elles étaient plus jeunes, et elles se rappellent leurs souvenirs d'enfance. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est bon pour tout le monde. En même temps, ce centre socio-culturel, il répond à un vrai besoin, parce que dans les différents temps d'animation que nous avons pu faire, nous avons rencontré des personnes qui nous disaient, quelqu'un qui était peintre, un autre qui était modéliste, et ils nous expliquaient avoir voulu proposer de transmettre leur savoir de façon gratuite aux enfants, et pour cela, ils avaient demandé à disposer d'une salle à la municipalité. Mais que malheureusement, comme ils n'avaient pas le statut associatif, on leur avait refusé l'utilisation d'une salle. Et donc c'est vrai que nous, on leur a expliqué que avec nous, avec un centre socio-culturel, personne ne vous refusera une salle pour transmettre vos savoirs. La transmission de savoir est facilitée. Il n'y a pas besoin d'être en structure associative pour partager son savoir avec les autres. Voilà tout l'intérêt de ce projet, il répond vraiment à une attente des habitants. Donc dans un deuxième temps, nous allons vous parler d'un autre sujet, qui est le sujet mais qui se rejoint d'ailleurs. Je vais appeler Lilian, Olivier et Hélène à me rejoindre. Donc c'est le sujet des loisirs, de la culture, du sport et de la communication. Donc d'abord Hélène, bonjour Hélène. Hélène va nous parler de la culture, je te laisse le micro. Voilà. Bonsoir. Donc concernant la culture, notre objectif est la culture pour tous. C'est-à-dire faire une programmation, une offre adaptée pour les enfants, les ados, les adultes et les aînés. Que ce soit à travers du théâtre, les one-man shows, les expos, les concerts. Pour ce faire, nous avons deux atouts. Le premier, c'est une chance incroyable d'avoir en local et en région un vivier d'artistes de qualité qui ne demandent qu'à partager un moment de convivialité avec nous. Puis, le budget de nos ambitions, 50 000 € pour mettre en œuvre cette action. La culture pour tous passe aussi par les bibliothèques. Aussi à Pont-Réan. D'accord. Donc la culture pour tous passe aussi par les bibliothèques. Aussi à Pont-Réan, nous avons une bibliothèque associative qui est située dans un préfabriqué vétuste ancien. Et notre ambition, c'est de créer une nouvelle bibliothèque pour Pont-Réan. Voilà. Super, Hélène, merci beaucoup. Donc là, je vais appeler Olivier qui va nous parler du Conseil de la vie associative. Donc il y a Alors Olivier, le Conseil de la vie associative. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler du Conseil de la vie associative. Donc, le Conseil de la vie associative, c'est le pouvoir d'agir des habitants et des représentants associatifs. Le Conseil de la vie associative, c'est associer tous les acteurs d'une commune en amont sur des questions, des problématiques relatives à la vie associative. C'est une instance de dialogue, d'échange, de proposition et de concertation entre les élus et les représentants associatifs pour répondre au mieux à leurs besoins réels. Ça encourage la dynamique interassociative, ça permet de conduire des réflexions communes sur tout le sujet associatif, ça permet la mutualisation de moyens, ça permet le partage d'outils, de savoir-faire, des soutiens administratifs, des soutiens techniques pour toutes les associations de Guichen-Pont-Réan. C'est un peu rapide, mais... Très bien Olivier, merci beaucoup. Je peux rajouter des exemples Oui, tu peux donner des exemples parce qu'en fait, on a fait une réunion avec les associations. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion avec les associations? C'est le plus important. Ouais. C'est le plus important, c'est que ça coûte zéro. C'est de la volonté, c'est du temps, et ça coûte zéro. Voilà. Ça coûte juste le temps d'un élu disponible pour ça. Tout à fait. Et surtout d'un élu qui connaît bien le sujet, puisque toi, tu étais président du comité des fêtes. Tu n'es plus présidente et tu continues toujours à rendre des services à toutes les associations.
Et j'aimerais que tu puisses parler de cette réunion que nous avons faite avec les associations. Elles n'étaient pas nombreuses, mais il s'est passé quand même quelque chose d'assez magique à un moment donné, parce qu'on les a vus se mettre en position conseil de la vie associative, puisque nous, dans notre sujet, là, nous avons la mutualisation des moyens, et on s'est rendu compte que juste en les réunissant autour d'une table, il s'élargirait déjà des services. Il se passait beaucoup de choses, c'était un foyer d'initiative, beaucoup d'idées qui ressortaient, beaucoup de problématiques, notamment le problème des subventions, comment sont gérées les subventions sur notre commune, et donc ça, bien sûr, tout est à remettre à place, les critères d'attribution des subventions, et tout ça, ça sera en commun. Ça peut se faire qu'en commun, voilà, pour que vraiment que ça soit bien compris par tout le monde. Voilà, on prend le pari, nous, que toutes les associations, en fait, sont formées de bénévoles, généreux, qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui mettent beaucoup de passion à faire ce qu'ils font pour les adhérents de leur association. Et nous, on pense que de les réunir, ça va créer encore de nouvelles dynamiques et de nouvelles propositions d'action. On veut aussi les associer très sérieusement à la question de l'attribution des subventions et aussi à la question du choix des investissements. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, les associations, souvent, elles se retrouvent face à un élu, voire deux élus, à défendre leur sujet. Et puis finalement, souvent, c'est celui qui a parlé le plus fort qui a raison. Et nous, on ne veut plus de ce dispositif. On veut que tous ensemble, on puisse entendre les besoins de toutes les associations. Et quand on dit tous ensemble, ce sont les élus référents que tu formeras, avec aussi Thierry Pressard qui sera aussi dans ce conseil de la vie associative, puisque lui représentera le sport et la santé. Mais aussi avec l'ensemble des associations. Une association aura aussi son mot à dire et pourra voter aussi sur ce choix d'un plan pluriannuel d'investissement pour les infrastructures et aussi de l'attribution des subventions. On veut de la transparence sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment rassembler les associations et qu'on n'ait pas le sentiment qu'une association puisse être privilégiée par rapport à une autre. Voilà, c'est vraiment cette dynamique-là qu'on veut mettre en place. C'est ça, Olivier. J'ai rien à rajouter. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Je vais appeler Lilian. Vas-y. Alors, c'est bon? Donc là, on accueille Lilian. Donc Lilian, tu vas nous parler d'une nouvelle politique sportive, une nouvelle dynamique que nous voulons mettre en place. À l'image de la culture qui rencontre tous ces publics dans ce futur programme, le sport, et plus précisément la culture sportive, se doit de rencontrer également ces publics. L'idée d'impulser cette nouvelle dynamique du sport pour tous est axée sur le fait d'animer le territoire en programmant des activités sportives en libre accès. C'est quelque chose de très important, de s'adresser à tous. En parallèle, il faudra accompagner la pratique licenciée, plus classique, bien connue. Favoriser l'accès aux structures sportives pour tous est un axe aussi important, je reviendrai dessus. Sans équipement, il n'y a pas de pratique sportive. Donc les rénover, les réaménager, étudier les besoins de la population en termes de nouveaux équipements sont des choses aussi très importantes. N'oublions pas les bénévoles, la vie associative qu'il faut soutenir et donc accompagner les bénévoles lors de leur jour de congé. Michel connaît bien le sujet, sur les week-ends est quelque chose de très important. Voilà. Donc je vais détailler un peu plus maintenant les propositions. Animer le territoire en programmant des activités sportives pour tous, c'est sans doute innover un peu et être présent sur des lieux que l'on connaît avec des animations. Par exemple, la cale de Pont-Réan pourrait recevoir des publics qui sont plus éloignés de la pratique que des personnes qui sont licenciées et donc pouvoir accéder à ces pratiques avec les associations. Dans le cadre de dates bien repérées dans le temps, ça pourrait être au beau jour tous les dimanches, ça pourrait être sur d'autres calendriers, sur d'autres périodes comme l'automne, l'hiver. On voit que le VTT, les activités de nature, le kayak, le paddle, les activités de loisirs en lien avec la nature se prêtent à capter ce genre de public. Accompagner, soutenir la pratique licenciée au sein des clubs est aussi un axe important. Il y a 17 millions de licenciés en France. Par contre, peut-être orienté sur plus de pratiques féminines. Ça peut être un axe important du projet.
Des fédérations comme le basket, le volleyball sont exemplaires sur ces sujets. Donc il faut essayer de dupliquer ces exemples et soutenir les associations qui iront dans ce sens. N'oublions pas la pratique handisport, l'inclusion, le fait de faire pratiquer des gens valides et non valides. Et là, du coup, ça recoupe des problématiques d'accessibilité. Et peut-être qu'on les approfondira en lien avec les équipements qu'il faut rénover. Favoriser l'accès aux structures sportives pour tous, c'est quelque chose d'important, d'assez innovant, puisque un groupe d'individus constitué, des jeunes, des moins jeunes, pourrait à tout moment pouvoir accéder à des pratiques. Par exemple, faire un tournoi de badminton en groupe sur des horaires effectivement qu'il faut trouver. Les créneaux sportifs, c'est souvent très difficile à trouver. On peut imaginer, si on observe bien ce qui se passe sur certaines périodes, l'été, le dimanche matin, sur des vacances scolaires, être attentif et être prêt à pouvoir accompagner ces nouvelles demandes en faisant preuve de souplesse. Voilà. Les équipements sportifs. Donc, comme je le disais, sans équipement, il n'y a pas de pratique sportive. Donc, les rénover en lien avec les usagers, qui sont les véritables pratiquants de sport, c'est sans doute quelque chose qui peut exister au sein du Conseil de la vie associative, dont parlait Olivier. En même temps, on peut imaginer des débats sur les nouveaux équipements. La vie associative. Je vais terminer mon propos, puisque c'est un petit peu aussi synthétiser ce qui a été dit tout à l'heure. C'est sans doute lui donner plus de cohérence que de vouloir créer ce conseil de la vie associative. Peut-être que dedans, des critères de subvention, des propositions innovantes pour soutenir les manifestations peuvent être intéressantes. Par exemple, un kit de matériel. Des tables, des chaises, on les connaît comme demande, mais des sonorisations, de la logistique innovante, de la communication. Ça peut être des nouvelles demandes qui peuvent être débattues. En tout cas, laissons la place au contenu dans ce nouvel outil de démocratie participative. Je vais terminer mon propos en parlant des agents qui œuvrent pour le service public, que je connais bien. Il y a un éducateur sportif dans la commune, mais il y a aussi des techniciens qui sont au plus près des demandes, qui réparent les armoires, aux techniciens qui s'occupent des pelouses. Donc tous ces gens-là, il faut les valoriser et les écouter, puisqu'ils sont les plus près de la pratique sportive, des changements d'usage des habitants, des jeunes et des moins jeunes. Voilà. Merci beaucoup Lilian, tu as exprimé beaucoup de choses très importantes qui sont très importantes pour nous dans ce programme, notamment un engagement, puisque vous avez vu, nous avons dans notre programme 12 engagements, et il y avait un engagement qui doit être l'engagement numéro 11, il me semble, d'associer les agents dans une nouvelle dynamique de gestion des ressources humaines. C'est-à-dire que nous, on pense, comme toi Lilian, que les agents ont des compétences et que souvent il suffit de les écouter pour trouver des solutions simples et peu coûteuses aux problèmes que nous rencontrons. Et il faut aussi qu'ils puissent être en relation avec les habitants. Et parfois ils n'ont pas de marge de manœuvre pour être en relation, ben nous on va libérer aussi ces énergies-là. Donc Lilian, tu nous as aussi expliqué qu'on souhaitait libérer les énergies aussi des associations et leur proposer de participer à une nouvelle dynamique qu'on veut, c'est le sport pour tous, le sport santé aussi, puisque c'est un grand axe pour nous. Et on sait que le ministère de la Santé, justement, peut-être mettra en place des dispositifs demain de subvention, puisque c'est un axe aussi fort aussi au niveau national. Donc nous, on sera aussi vigilants sur aller chercher toujours, comme vous l'ont dit aussi Paul et Clémentine, les subventions là où elles se trouvent. Alors pour qu'une vie associative fonctionne bien, il faut réussir à communiquer. Nous qui avons été bénévoles, on savait quelle galère de communiquer sur un événement. Donc nous, on a envie de simplifier les choses sur la communication. Et Hélène, tu vas nous parler d'un dispositif très simple et peu coûteux. Alors en effet, c'est un dispositif très simple. Il s'agit d'une application à télécharger sur son téléphone pour connaître toutes les informations qui concernent la commune, de son choix. Alors moi, j'ai téléchargé, parce que je voulais voir comment ça marchait. C'est tout simple, et puis j'ai choisi la Chapelle Boxy, puisque c'est à côté et nous ne sommes pas encore abonnés. Et puis la Chapelle Boxy, il y a des choses très simples. C'est le théâtre qui va se passer le week-end prochain, c'est les élections, etc.
Et c'est vrai que si on avait eu cet applicatif à Guichen, pour la réunion de ce soir, vous auriez tous été informés qu'elle était annulée. Voilà. Alors l'intérêt de cet applicatif, c'est que ça coûte très très peu à la commune, ça coûte 400 € par an, et chacun peut le télécharger comme il l'entend. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Vous voyez, comme je vous le disais déjà, nous sommes des pragmatiques et nous sommes des économes. On cherche toujours la meilleure solution au moindre coût. Donc moi maintenant je vais vous parler d'un grand sujet qui va nous tenir quelques minutes quand même, c'est le pacte de transition écologique. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué que notre pacte il faisait 2 pages, qu'il était ambitieux mais qui correspondait aux attentes des habitants. Donc il fait 2 pages. Et vous retrouverez 6 thématiques. Donc la première, c'est économie d'énergie, énergie verte. La deuxième, c'est indépendance alimentaire et agriculture. Ensuite, c'est urbanisme durable, déplacement, environnement. Et enfin, la démocratie locale et transparence. Alors, je vais m'arrêter sur certains points, notamment sur l'agriculture, puisque nous avons été interpellés sur ce sujet. Alors, je voudrais rassurer tout le monde. Nous aimons les agriculteurs. Nous les aimons. Nous n'avons pas d'agriculteurs sur notre liste parce que ceux que nous avons contactés sont tellement occupés, ces agriculteurs, qu'ils n'ont pas le temps de s'engager sur une liste et que pour ceux que nous avions contactés, en tout cas, ils ne voulaient pas être en fin de liste parce que s'ils s'engageaient, ils voulaient vraiment être dans une position éligible et comme ils n'avaient pas le temps, ils ont renoncé à venir sur notre liste. Mais on a eu ce débat avec eux. Et en tout cas, on a des gros volets sur l'agriculture, notamment quelque chose qui est assez, comment dire, tout le monde ne l'a pas écrit, mais nous on l'a écrit parce que les gens nous l'ont demandé, c'est revenu assez souvent. Engager un dialogue avec les agriculteurs pour définir une zone d'interdiction d'épandage des pesticides près des habitations. Alors à Guichen, nous avons 28 exploitations. Guichen, la superficie de Guichen en totalité, c'est 4300 hectares. Sur ces 4300 hectares, 1179 sont exploités par des agriculteurs, c'est 28 exploitants. Sur les 28 exploitants, nous avons 6 exploitants qui sont en agriculture biologique. Nous avons aussi beaucoup de centres équestres. Donc voilà. Donc nous, quand on est engagé un dialogue, c'est vraiment engager un dialogue. C'est pas prendre un arrêté anti-pesticides. Moi, je voudrais rassurer tout le monde. Nous, on est vraiment à mettre tout le monde autour de la table pour essayer de comprendre les pratiques. Parce que nous savons bien aussi que d'un agriculteur à l'autre, ils n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Nous, on veut sortir justement de l'agribashing. Nous, on veut être les amis des agriculteurs. Il n'est pas question pour nous de se passer d'eux. Donc je voudrais vraiment les rassurer parce que le sujet, c'est l'écoute, le dialogue, la compréhension et c'est surtout l'accompagnement. Moi, j'ai eu des gens venir me voir, un habitant, me dire, voilà, je vous dis ce qu'il m'explique, je suis inquiet parce que j'habite près d'un champ et quand l'agriculteur vient épandre son produit, que je ne sais pas quel est le produit, en fait, il met une combinaison cosmonaute. Et donc, évidemment, cet habitant, il s'est posé la question de ce qu'il arrosait sur son terrain. On peut se mettre à sa place, juste à côté de sa maison. L'agriculteur met une combinaison pour arroser, c'est légitime à l'habitant de se poser la question de ce qu'est ce produit. Donc, c'est pas, pour nous, engager un dialogue, c'est essayer de comprendre. Peut-être que ce produit, il est finalement pas volatile, enfin voilà, on n'en sait rien. Donc, vraiment, on va mettre les sujets sur la table. Et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les agriculteurs. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une mesure assez forte, moi je trouve, et qui prouve vraiment qu'on est dans le dialogue, l'échange et une démarche volontariste d'amélioration des choses, c'est proposer aux agriculteurs un conseil indépendant pour réduire l'usage des pesticides. Parce que vous le savez, aujourd'hui, celui qui vend les pesticides est celui qui conseille à l'usage. Donc quel est son intérêt? Évidemment, d'en vendre le plus possible. Et il se trouve que ça se retrouve dans certaines analyses de nos cours d'eau en Bretagne. Moi, je siège dans une commission qui s'appelle la commission locale de l'eau. J'y siège en tant que conseillère départementale. Donc cette commission locale de l'eau, elle est liée au SAGE Vilaine, le schéma d'aménagement et gestion des eaux de la Vilaine. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous a dit à la dernière commission locale de l'eau? Que, en fait, l'étude des cours d'eau montrait de plus en plus de résidus de pesticides dans les cours d'eau. Mais pas que ça. Quand on regarde le niveau de pesticides vendus, on vend toujours plus de pesticides, donc il y a bien quelqu'un qui les consomme. Donc moi je veux bien entendre dire que les industriels sont aussi des pollueurs, que les habitants sont des pollueurs, mais là il faut se poser la question de l'usage des pesticides. Donc on est obligé de s'interroger aussi avec nos amis agriculteurs sur les pratiques. Moi je pense qu'à Guichen, beaucoup ont des pratiques très raisonnées, j'ai discuté avec eux, ça m'a permis d'ailleurs de comprendre leur métier. Mais je voudrais qu'on se mette autour de la table pour continuer cet échange, c'est tout. C'est d'ailleurs quelque chose qui est demandé par les habitants. Donc nous, je vous rappelle que ce pacte, c'est des idées des habitants. Alors il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est Guichen dispose de beaucoup de terres.
disposent aussi de terres agricoles, puisque Joël Sieler était le champion de la réserve foncière. Ce qui fait que, ben voilà, on a une marge de manœuvre, on a des moyens d'agir. Donc nous, on a une mesure qui est de mettre à disposition des agriculteurs des terres agricoles communales via des baux ruraux sous conditions, sous clause environnementale. Donc ce qu'il y a des charges, c'est nous qui allons le déterminer. C'est peut-être comme ça qu'on va réussir à accompagner de nouveaux agriculteurs, peut-être plus dans une démarche plus raisonnée ou plus biologique, en tout cas quelque chose qui répondra à l'attente des habitants. Mais on le fera toujours de façon concertée. Il y a un gros sujet pour nous qui est la question de la chasse au gaspillage et des économies d'énergie. J'en ai déjà parlé sur Radio Laser, on en a parlé avec Daniel, sur les écoles qui nécessitent vraiment de grosses rénovations énergétiques. Donc je ne vais pas rappeler ça ici. Mais on a aussi des sujets autour des déplacements, beaucoup de choses autour des déplacements. Les habitants vraiment nous ont sollicité sur la création de pistes cyclables vers les gares. Des hameaux vers les bourgs, la fameuse piste cyclable entre Guichen et Pont-Réan, de sécuriser aussi les déplacements dans les hameaux vers les abribus pour les enfants, de mettre en place du pédibus. Alors le pédibus, évidemment, mettre en place du pédibus dans les bourgs, on pourrait très bien l'imaginer, par exemple sur tous les lotissements qui se retrouvent route de l'Aillé. Entre les Grévanades et Quartier Bellevue, là, il y a vraiment beaucoup d'habitants à habiter ici, et ce sont plutôt des couples avec jeunes enfants, donc ils vont aux écoles. Donc, compte tenu de la configuration géographique de la commune, il est tentant d'y aller en voiture. Pourtant, on pourrait économiser beaucoup de voitures si on mettait en place du pédibus. Le problème du pédibus, donc le pédibus, c'est un accompagnement des enfants encadrés par des adultes, donc ils vont à l'école du coup à pied, donc ça évite aussi le déplacement des voitures de leurs parents. Le problème du pédibus, c'est que c'est souvent, on demande aux parents d'être bénévoles pour accompagner. Seulement, les parents travaillent. Donc, il se trouve que certaines années, on a de la chance. Il y a 2 parents volontaires, ils font ça tous les jours. C'est vraiment des bénévoles au grand cœur. Puis un jour, ils changent de boulot et puis voilà, ils ne peuvent plus accompagner et la ligne pédibus s'arrête. Donc là, nous, on croit qu'il faut vraiment mettre les moyens de la commune et des moyens humains. On a du personnel. Il faut mettre en place, il faut demander à ce personnel, il faut qu'on adapte leurs horaires pour être le matin sur une ligne pédibus, commencer par expérimenter une ligne pédibus et voir les conséquences sur le flux de voitures qui arrivent aux écoles. Donc voilà, on sera aussi souvent dans une démarche expérimentale. C'est-à-dire qu'on essaiera des choses, on verra si ça améliore le quotidien, et on sera capable aussi d'être critique sur nos actions, et si ça ne fonctionne pas, d'y renoncer. On acceptera aussi les critiques des habitants. C'est pour ça aussi que vous verrez sur le volet de la démocratie locale, et je vais vous en parler tout de suite, puisque c'est un des gros axes de notre programme, on aura des commissions ouvertes aux habitants, des commissions de travail sur des thématiques, mais on aura aussi des commissions extra-municipales. On mettra en place des conseils de quartier, où nous irons régulièrement avec des référents de quartier, se présenter aux habitants pour recueillir leurs opinions, leurs demandes, leurs besoins, leurs critiques sur nos actions. Parce que pour nous, la critique, elle est positive. Elle nous permet d'éviter des erreurs ou d'éviter de continuer des erreurs. Voilà, on met en place aussi un dispositif très ambitieux qui s'appelle le droit d'interpellation. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le droit d'interpellation. En fait, le droit d'interpellation, c'est quelque chose qui existe dans la ville de Grenoble. Le droit d'interpellation, c'est 250 habitants qui se décident à signer une pétition et qui demandent au conseil municipal de travailler sur un sujet particulier. Par exemple, moi, j'ai vu dans le journal déjà ce genre de projet se constituer sous forme citoyenne, mais ils nous demandent de travailler sur un projet de centrale de panneaux photovoltaïques. Eh bien, le conseil municipal, suite à l'interpellation de ces 250 habitants, est obligé de travailler sur le sujet. Donc c'est vraiment un droit d'action directe des habitants vis-à-vis des élus et du travail des élus. Donc c'est vraiment quelque chose de novateur en termes de démocratie. Autre chose aussi, on s'est rendu compte que beaucoup, en fait, les conseils municipaux se passent souvent le soir, et pourtant c'est un lieu de débat, un lieu d'échange, c'est là où se passent tous les sujets municipaux, mais malheureusement c'est le soir, donc c'est difficile pour quelqu'un qui travaille de venir, on est fatigué quand on rentre du boulot. Donc nous, on propose en fait de filmer les conseils municipaux et de les retransmettre pour que les gens puissent quand même voir un petit peu ce qui se passe dans leur vie locale politique. Voilà, donc sur le volet environnemental, on a beaucoup de choses, notamment d'adhérer à Bruded. Alors Bruded, je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais Bruded, c'est un réseau de partage d'expériences entre communes. Ce sont des communes qui ont expérimenté des projets. Par exemple, je ne sais pas, moi, construire, si par exemple à Langouette, construire un restaurant scolaire en bois, qui a mis en place des normes particulières sur la question phonique. Et qui partage derrière son retour d'expérience avec d'autres communes pour éviter de faire des erreurs. C'est-à-dire que quand on essuie les pattes sur des nouvelles technologies,
parfois, voilà, on s'est pris les pieds dans le tapis, ça a coûté plus cher qu'on croyait, on aurait pu faire autrement. Et partager avec les autres les erreurs qu'on a pu commettre, c'est éviter à d'autres de le faire. Donc nous serons dans ce réseau de partage d'expérience. Tout ça aussi pour une question de bonne gestion. Alors, on garantira le zéro phyto dans l'espace public. Parce que oui, à Guichen, on a une devise qui est l'avenir en vert, mais en fait, on utilise encore des produits phytosanitaires. Et comme on essaye de s'engager sur une démarche de moins en moins de pesticides et de produits phytosanitaires, bien nous aussi, la commune, on va s'engager sur ça. On engagera une démarche aussi de dialogue, tout comme on le fait avec les agriculteurs, avec les industriels, les entreprises et les habitants. Et on pense aussi, par le partage d'expérience, pouvoir faire améliorer les pratiques. Moi, je voudrais donner un exemple tout simple. Moi, je fabrique ma lessive. Moi, je fabrique ma lessive toute seule, avec mes petites mains. En fait, j'utilise du savon de Marseille. Et comment je le fais maintenant, c'est de fabriquer ma lessive. Ça me paraissait quelque chose d'assez extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire. C'est parce que j'ai assisté à un atelier organisé par le SMICTOM et que j'ai vu que c'était très simple, c'était peu coûteux et que c'était bon pour l'environnement. Donc, depuis, je le fais. Donc, on est vraiment dans cet esprit. Nous, on va échanger sur ce qu'on est capable de faire et comment améliorer aussi notre relation à l'environnement. Voilà. On va expertiser aussi le réseau d'assainissement. On aura aussi une ambition de revégétaliser nos bourgs. Et je vais appeler Audrey et puis on va parler de l'urbanisme et de l'aménagement. On a l'ambition de planter des arbres. Planter un arbre par naissance. Ça, ce sera la symbolique. Parce que voilà, planter un arbre aujourd'hui, le voir dans 20 ans, c'est quelque chose qu'on transmet aux générations futures. Donc ce sera une ambition. On aura l'ambition aussi d'en planter d'autres éventuellement. Audrey, je vais t'appeler. Donc, on va parler maintenant, Audrey, de la question de l'urbanisme et de l'aménagement. Je voulais quand même finir sur un sujet sur la question du pacte de transition. Tu peux venir, Audrey. C'est la fiche d'impact. Parce que nous, en fait, l'environnement, c'est notre deuxième sujet dans notre pacte d'engagement. On a 12 engagements, c'est le deuxième. C'est pas un hasard. Nous, l'environnement, on ne rigole pas avec ce sujet. Tout simplement, notre fiche d'impact, elle est simple. Dans tout le projet que nous essaierons de mettre en place, nous nous poserons plusieurs questions. La première question, c'est que nous associerons à ce projet tous les experts d'usage, c'est-à-dire tous ceux qui sont utilisateurs d'un service, utilisateurs d'une rue, utilisateurs d'un parking, et qui ont envie d'exprimer leur avis sur le projet qu'on peut être amené à créer. Donc, je pense par exemple sur une question d'aménagement du bourg. Eh bien, on demandera à toutes les personnes qui se sentent concernées par l'aménagement du bourg de nous rejoindre en mode projet sur la création de ce projet aménagement du bourg. On aura aussi, dans notre fiche d'évaluation, une démarche environnementale. On se posera toujours la question, quel est l'impact environnemental des différents scénarios que nous avons devant nous? Et c'est seulement en fonction de cet impact que nous prendrons des décisions, puisque nous, notre volonté, c'est d'avoir un impact positif sur l'environnement. Troisième point, dans ces fiches d'impact, et je regarde notre financier, notre grand argentier, ce sera l'impact sur les finances. Parce que nous, on est convaincus qu'on peut faire des belles choses sans dépenser énormément d'argent, en tout cas toujours trouver le ratio d'efficacité, ce qu'on appelle l'efficience en fait, entre répondre aux besoins tout en dépensant l'euro utile. Voilà. Donc ce sera 3 points sur nos fiches d'impact pour tout projet que nous aurons créé. Donc Audrey, moi je vais te laisser parler de l'urbanisme et de l'aménagement. Tu as plein de choses à nous dire, voilà, et je sais que toi en tant qu'ingénieur en génie urbain, on a eu l'occasion de se balader dans l'espace public et avec ton regard, tu nous montrais plein de choses que nous, on n'aurait pas vues si tu n'avais pas été là. Donc je te laisse la parole. Donc, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc moi aujourd'hui, j'étais là pour vous présenter en fait... on va surtout parler d'exemples concrets parce qu'en fait, comme Michel vous disait, on a fait 2 balades principalement qui ont été filmées, que vous pouvez aussi retrouver sur notre site, où on a pu constater très simplement, en se baladant, des choses qui n'allaient pas. Parce qu'en fait, l'expert, c'est souvent la personne qui pratique la rue. Donc je vais commencer d'abord par la visite qu'on a fait dans les bourgs, puisque c'est quand même une problématique très importante. Le réaménagement des bourgs, c'est des choses, les gens nous en parlent tout de suite, parce que l'urbanisme, on pense urbanisme, c'est les bourgs, mais c'est aussi, bien sûr, aussi tout ce qui est bâti. Donc là, on va principalement parler de l'aménagement du cadre de vie. Donc, les choses qu'on a pu constater, donc dans la première photo que vous avez ici, donc c'est pas très loin de l'Hyper-U. Vous avez des voies qui bordent cette Hyper-U, donc avec tout simplement des passages piétons, mais là, vous avez une superbe voie
Bon, superbe, c'est un grand mot, hein, parce qu'en fait, elle est super en vrai. Et donc, c'est coupé, vous ne pouvez pas traverser. Donc là, il s'est trouvé que, c'est une photo Google Street, mais il y avait une personne qui a bien été embêtée, elle ne pouvait pas traverser. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle traverse et là, elle se retrouve en danger. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas compliqué à résoudre comme problème. Il suffit tout simplement de s'assurer de la continuité des voies piétonnes, en fait. Donc ça, c'est des points de détail. C'est quelque chose, on n'a pas de diagnostic complet, il faudra faire un diagnostic avec les habitants, avec les pratiquants, parce que moi, là, la plupart des photos que vous avez ici, c'est des lieux que je connais. Hein. Donc quand on connaît un espace, on sait où sont les problèmes, et c'est comme ça qu'on voit ensuite derrière où sont les solutions, parce que souvent, c'est pas grand-chose. Donc vous avez des problématiques donc, de flux qui se croisent. Donc là, notamment près de l'église, vous avez des flux. Alors, vous avez un passage piéton ancienne génération. Derrière, vous avez une zone qui est avec, qui je pense, est une zone censée être piétonne un petit peu partout. Vous avez des pavés, en fait. Et c'est juste derrière, donc on ne sait plus trop où est-ce qu'on peut traverser, où est-ce qu'on ne peut pas traverser. Donc ça, c'est des choses qui sont dangereuses, mais qui ne sont pas très compliquées à réaménager. Il faut juste avoir une vision un petit peu globale et que les gens comprennent. Vous avez un aménagement qui est le même partout, dans le centre-bourg, et après, une fois que vous avez en tête le fait, par exemple, que les passages cloutés, ils sont représentés avec des clous et avec telle couleur ou tel type de bande, et vous savez comment fonctionne la ville. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion globale, mais qui doit aussi partir d'exemples concrets et de problématiques particulières. Donc, vous avez aussi, donc là on a beaucoup parlé des piétons, hein, des flux différents, mais vous avez aussi des flux entre les piétons et les voitures et les vélos. Donc là c'est un aménagement qui pourtant est un aménagement récent, hein, celui que vous avez en bas à droite. C'est un aménagement qui a dû être fait certainement pour améliorer la sécurité des piétons et des voitures. Personnellement, je pratique à la fois en tant que piéton, en tant que cycliste et en tant aussi que conducteur cette rue. Je trouve que c'est un aménagement qui n'est pas efficace, vu que vous avez en fait un croisement qui devient très dangereux parce que en fait tout simplement vous tournez, vous ne voyez plus les voitures qui arrivent en face. Quand vous êtes piéton, vous savez, vous pouvez traverser qu'à un endroit, mais quelque part c'est celui où vous avez le moins de visibilité. Quand vous êtes cycliste, c'est pareil, sachant qu'en plus la voie, vous avez des voies qui sont en double circulation qui ne sont pas une bonne vitesse d'endroit. Donc en fait, on avait il y a quelques années un plan de déplacement qui a été établi par la ville, qui a été suivi des faits, mais que sur certains points. Clairement, ce plan de déplacement, il faudra l'étudier en détail, voir ce qu'il prévoyait et certainement aller un petit peu plus loin dans la démarche et voir ce qu'il est possible de mettre en œuvre, notamment sur les sens de circulation. Évidemment, il y aura des expérimentations, hein, parce que, comme on disait, il faut qu'on travaille avec les habitants, donc il faut qu'on fasse des tests, qu'on voit si ça marche, si ça ne marche pas. Et derrière, le but, c'est d'avoir une ville qui soit partagée par tous. Donc, on parle beaucoup de circulation douce, mais il y a aussi, la ville doit continuer à être accueillante aussi pour les voitures, pour les deux roues, qui se développent beaucoup. Ça, c'est un point qu'on a pu constater. Tout le monde veut faire du vélo à Guichen, c'est très bien. On ne pourra pas changer le fait qu'il y a des côtes, mais si c'est mieux aménagé, on pourra certainement avoir des endroits, parce que moi je pratique le vélo depuis quelques années à Guichen, donc j'avoue il est électrique quand même. Vous avez, quand vous connaissez bien les rues, moyen de vous balader à Guichen sans que ce soit fatigant, hein, parce que vous pouvez emprunter des pistes qui sont détournées, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et je ne suis pas une grande sportive en plus. Voilà. Donc concernant Pont-Réan, moi c'est un endroit que je connaissais moins, donc par contre, lorsque j'ai fait la visite, j'ai pu constater que l'espace public, il y avait un énorme potentiel donc à Pont-Réan. Mais encore une fois, vous avez quelques exemples. Là, vous avez juste un exemple que j'ai pu indiquer. Pont-Réan, il y a déjà des aménagements qui existent et qui sont bons, mais après, ils ne sont pas forcément bien exploités, en fait. Donc, il y aura dans un premier temps exploiter mieux ce qui existe. Là, on a tout simplement un parking qui n'est juste pas indiqué, en fait. Dans un endroit juste à côté de la cale de Pont-Réan, vous avez un parking qui est en bout, qui est extrêmement pratique, et là, tout le monde essaye de se garer à l'endroit qui est le plus agréable, en plus, c'est dommage, c'est un parking. Qui est la cale, et c'est quelque chose qui
qui est dommage. Vous avez un parking qui existe au bout, bah, tout simplement on l'indique, et puis ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'était pour des aménagements du centre-bourg. Alors, comme je vous le disais, on n'a pas encore pu faire un diagnostic complet, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a à faire, mais on se doute bien que, vu qu'on a quand même 2 bourgs à aménager, avec des choses un petit peu conséquentes, on aura un budget qui va certainement avoisiner 2 millions d'euros. Hein. Je veux dire, on fera voire 3, ouais, on verra. Après, il y a des dispositifs simples qui existent, donc ce sera à voir en fonction de ce qui peut ressortir des différents diagnostics. Donc, une chose qui nous a été pas mal rapportée aussi, c'était le fait que sur Vichin, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour se rassembler, pour pouvoir partager, pour pouvoir profiter d'un espace de vie qui est quand même relativement... Enfin, moi, je veux dire, je suis venue habiter ici parce qu'il y avait des tas d'endroits sympas. Hein, vous avez des espaces verts en plein centre-ville, vous avez des petites placettes qui sont chouettes, mais souvent, il leur manque quelque chose, en fait. Et il n'y a pas grand-chose à faire pour les rendre attractives. Hein. Tout simplement, vous avez des espaces là inexploités, la petite place qui est juste à côté de cette réunion, vous n'avez pas un banc, vous n'avez pas une poubelle. Pourtant, en plus, il y a du soleil. Je veux dire, des endroits où il y a du soleil en Bretagne, bon, il fait beau plusieurs fois par jour, mais quand même, là, il fait beau souvent, il y a du soleil à cet endroit. Il y a des arbres, c'est sympa, donc je veux dire, on a des bancs qui sont mal positionnés, comme celui que vous avez sur la photo à côté, un banc qui regarde une route, personnellement, c'est pas top, quoi. Vous vous asseyez pas dessus. Donc le banc qui est là, on le prend, il existe en plus, donc ça coûte vraiment pas grand-chose, hein, et vous le mettez à un endroit qui est plus adapté, en fait. Hein. Donc des espaces inexploités, c'est aussi comme des espaces qui certes sont jolis, hein, celui que vous avez juste à côté, là, entre la mairie et la perception, vous avez un espace qui est chouette, mais ça devient un couloir qui est en pente, qui n'est pas très large, alors que ça pourrait être une placette un peu plus sympa où les gens puissent se retrouver. On a beaucoup d'espaces en fait en ville qui sont des parkings, il faut dire ce qui est, parce qu'on a un besoin de stationnement aussi, ça se comprend. Mais par contre, on a des espaces qui sont des espaces verts, mais pas vivants en fait. Des espaces verts, mais où on ne peut pas se rassembler. Donc le but, parce qu'on nous a beaucoup exprimé de demandes en termes de verdissement, on veut que la ville reste verte, qu'elle soit bien aménagée, mais moi je trouve que ce qui est vert, ça ne doit pas être juste quelque chose de joli à regarder, il faut aussi que ce soit quelque chose où on puisse aller, en fait. Je veux dire, les pelouses interdites dans les parcs publics, ça n'existe plus maintenant. Hein. Enfin, si, ça existe toujours, peut-être dans certaines villes, mais maintenant, les pelouses, on les ouvre au public. Donc le but, c'est que le public ils puissent profiter des espaces verts et donc d'aménagements qui soient à la fois bien plantés, mais aussi où on puisse aller. Voilà, donc comme je vous disais, moi la visite de Pont-Réan que j'ai pu faire, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme potentiel. Vous avez un espace comme celui qui est en bas, là, à côté de la bibliothèque actuelle, qui est déjà super. Je pense qu'en améliorant tout simplement l'éclairage public à cet endroit et peut-être en rajoutant quelques bancs, vous aurez un endroit qui est juste parfait en fait. Hein. Et vous avez aussi des endroits qui existent donc à côté de la cale de Pont-Réan, mais de l'autre côté en fait, où il pourrait y avoir un partenariat à développer, donc, parce que là actuellement la photo que je vous ai mise c'est un endroit qui est un espace privé, hein, donc c'est un projet de longue haleine, mais un endroit comme la cale de Pont-Réan, vous avez quelque chose d'aussi beau, de l'autre côté encore plus grand. Donc ça c'est un peu un partenariat à avoir à la fois avec une entreprise privée, mais aussi avec le département qui nous accompagne dans l'aménagement de la cale de Pont-Réan, pour mettre en valeur ce petit bijou qu'on a à côté de Pont-Réan. Voilà. Donc ça, c'était sur tout ce qui est création d'espaces de convivialité. On a aussi quelque chose qui est revenu assez souvent. Paul et Clémentine en ont parlé tout à l'heure concernant les attentes côté jeunesse, mais c'est des espaces couverts multi-usages. Il y en a qui existent à proximité, hein, puisque là on a mis l'exemple de Chartres de Bretagne dans le parc que vous avez. Bon ça, si vous regardez, vous avez une photo qui date d'il y a 2-3 ans où il n'y avait rien du tout, il y avait juste un espace tout bête en stabilisé. Ils ont créé un endroit où en fait vous pouvez vous retrouver, il n'y a pas de réservation, vous pouvez y faire ce que vous voulez, il y a des prises, il y a de quoi s'asseoir, c'est protégé parce qu'on est quand même dans un endroit où il pleut de temps en temps.
Donc ça vous permet d'être abrité et de partager un moment avec qui vous avez envie. Parce que c'est quelque chose, moi, que j'ai pu constater, les jeunes et d'autres, souvent, ils essayent de s'abriter. Et donc, en fait, vous avez un espace, l'espace Joséphine Baker, vous avez un endroit qui est abrité où il y a des vélos, normalement. J'ai constaté à plusieurs reprises, des jeunes, ils ont pris une table de pique-nique qui était existante pas très très loin, je ne sais pas où ils l'ont prise exactement, mais ils l'ont installée à cet endroit-là, puis ils se retrouvent. Et puis ils sont là, ils font pas de mal, ils écoutent de la musique, donc un espace comme ça, en fait, ça leur permettrait d'avoir quelque part de se sentir un petit peu plus légitime, parce que peut-être là, ils sont un peu cachés, enfin, je veux dire, ils ont le droit d'écouter de la musique et de se retrouver entre eux dans un espace où ils sont protégés des intempéries. Donc ce genre d'espace, c'est des choses qu'on souhaite développer, donc sur les bourgs, mais peut-être aussi, bon après, le coût est différent selon le type de structure sur lesquelles vous partez, mais dans les hameaux, pourquoi pas aussi à certains endroits. Hein. Donc ça c'est pareil, ça fera partie des choses qu'on abordera avec vous lors des diagnostics qu'on pourra faire et des réunions de quartier qui seront faites, pour savoir à quels endroits ce type d'équipement est le plus pertinent. Le point que je voulais aborder avec vous, pour la 4e fois, c'était donc l'urbanisme et donc notre vision des projets touchant à l'urbanisme. Donc là, vous avez l'exemple de l'espace tel qu'il était lorsqu'il a été démoli donc à l'endroit où il y avait l'ancienne forge. Donc ça, c'est un projet qui s'est fait d'une façon qui ne nous plaît pas du tout, et on ne veut pas que ça continue comme ça, puisqu'en fait, c'était un espace central qui aurait pu être aménagé et être mis en fait au service de tous, mais il n'y a pas eu de concertation avec les habitants. Il n'y a pas eu de concertation non plus avec les riverains et les commerçants qui se trouvent juste à proximité, en plein centre-ville, et ça c'est quelque chose d'extrêmement dommage. Donc le projet qui va en sortir et ne satisfait pas grand monde, hein, à vrai dire. Donc si le seul point, moi, qui est pas trop mal, c'est qu'il semble qu'il va y avoir une rue créée entre la petite placette que je vous ai montrée tout à l'heure et là, et donc ça c'est bien. Voilà, c'est le seul truc qui est bien. Sinon, on aurait, je pense que s'il y avait eu concertation, on aurait eu un projet qui était vraiment plus satisfaisant pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas reproduire. Ensuite, le dernier point, ça concerne le cadre de vie et plus particulièrement donc, tout ce qui est la gestion des déchets. En tant qu'élus, nous avons, le conseil municipal envoie un représentant en fait, au SMICTOM. Et donc, actuellement, nous avons certainement un représentant au SMICTOM, mais la représentation, c'est uniquement en tant qu'élu, en fait. Donc, vous avez moyen, en tant qu'élu au SMICTOM, de devenir un acteur plus important en étant, par exemple, vice-président. Et à ce titre-là, vous avez un pouvoir qui est beaucoup plus important et vous pouvez influer de manière vraiment plus importante sur la politique de la gestion des déchets. Quand on voit la façon dont ça se passe, bon, on a quand même une politique des déchets qui, dans l'ensemble, n'est pas trop mauvaise, hein, puisqu'on a un territoire zéro déchet, on a une gestion qui est quand même relativement novatrice, mais on n'est quand même pas énormément impliqué actuellement. Et moi, à titre personnel, je souhaite, si nous sommes élus, là, parce que nous sommes élus, être représentante au SMICTOM et, si possible, si je suis encore élue à ce moment-là, devenir vice-présidente sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose que je porte à titre personnel depuis un certain temps. Hein. Je suis engagée dans une démarche zéro déchet, je fais aussi partie du Ripper Café, et je suis en contact avec les gens qui souhaitent, l'association des clics et des claques, qui souhaitent porter la création d'une recyclerie à Guichen. Et donc, le SMICTOM est aussi engagé dans ce genre de démarche. Hein. Moi, je les avais contactés à l'époque concernant, parce que je souhaitais à un moment ouvrir une recyclerie avant de m'engager dans cette équipe. Et finalement, je trouve qu'être élu au SMICTOM, c'est encore mieux. Donc, ils sont engagés dans cette démarche-là. Ils attendent que des gens en face, en fait. Et qu'il n'y ait personne représentant le SMICTOM et élu en tant que vice-président pour une commune de la taille de la nôtre, en fait, dans
dans un pays qui n'est pas si grand ça, hein. Le pays des Vallons de Vilaine, c'est 3 communautés de communes, donc finalement Guichen c'est quand même gros, hein. Qu'on ait personne de représentant là-bas, c'est quand même quelque chose qui est un peu dommage. Voilà. Donc si on est beaucoup plus impliqué, on aura beaucoup plus de poids dans les décisions qui seront prises, et notamment par exemple tout ce qui a pu se faire sur les déchetteries et autres, bah, on sera vachement plus au courant, et peut-être qu'il y aurait des décisions qui ont été prises qu'on n'aurait pas forcément soutenues. Donc voilà, moi je pense qu'en tant qu'adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie, c'est important qu'on ait ce genre de rôle en fait. Merci beaucoup Audrey. Donc vous voyez, on a des gens qui parlent avec leur cœur dans notre liste, on a des gens qui sont engagés, qui ont vraiment envie de bien faire les choses et qui ont tout compris. Parce que c'est vrai ce que tu dis Audrey, pour pouvoir agir, il faut être au bon endroit au bon moment. Et sur la question de la gestion des déchets, ouais, il faut être vice-président au SMICTOM. Tout comme il faut avoir un vice-président à la communauté de communes aussi, parce qu'il se place beaucoup de choses au bureau de la communauté de communes. Tu me permets en plus d'engager un autre sujet, il y a aussi le pays des Vallons de Vilaine, et sur le sujet de l'environnement notamment et des énergies, le pays de Vallons de Vilaine et l'agriculture d'ailleurs, le pays des Vallons de Vilaine est une instance aussi essentielle, et il faudra aussi qu'on porte un vice-président au sein de ces instances. Donc merci beaucoup Audrey pour toutes ces présentations. Il y a un sujet qu'on a oublié de vous indiquer, qui est pourtant un sujet prioritaire pour tout le monde, c'est la création d'une salle des fêtes. Donc je vous le dis, on ne l'a pas oublié. On aura un sujet sur la rénovation de la ferme de la Massée également. Alors tout ça, on le fera, comme tu l'as dit Audrey, de façon concertée avec les habitants. C'est pas nous qui avons imposé un lieu pour une salle des fêtes, ni même le type de salle des fêtes. Et tout comme la rénovation de la salle de la Massée, de la ferme de la Massée, en fait, on le fera avec les habitants pour savoir quel usage ils souhaitent en donner. Donc là maintenant, je vais appeler Daniel, notre financier, puisqu'on a voulu rassurer aussi sur la question des finances. Et j'appelle Daniel à me rejoindre. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors, nous allons parler finances avec Daniel. Donc dans un premier temps, avant de te donner la parole, Daniel, je vais parler en fait d'un gros sujet, puisque dans l'un de nos engagements, nous avons dit, donc c'était l'engagement numéro, alors que je le retrouve, il y avait un audit des finances de la commune. Oui, engagement numéro 5, maîtrise des dépenses publiques et de la pression fiscale. Nous ferons un audit des finances de la commune afin de programmer les futurs investissements sans augmenter la pression fiscale. Alors pourquoi un audit des finances de la commune? Vous n'êtes pas sans ignorer que la taxe d'habitation va être supprimée définitivement pour tout le monde en 2023. Dès 2021, en fait, la taxe d'habitation est supprimée dans les communes et en fait, il y a un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur la taxe foncière prélevée par les communes. Ce qui fait qu'en fait, la ressource demain des communes sera la taxe foncière, sa part communale aujourd'hui et la part départementale, avec l'application d'un coefficient correcteur de façon à ce que les communes puissent maintenir leur niveau de ressources actuel, sur la base des ressources qu'elles avaient 2017. Voilà, tout ça pour vous dire que nous sommes dans un grand mouvement de turbulence sur les finances locales et nous ne savons pas réellement où nous allons. Donc faire un audit des finances de la commune avant de déterminer quel va être un plan pluriannuel, donc un plan échelonné sur plusieurs années d'investissement, c'est juste être sérieux et responsable. Voilà, je voulais juste vous le rappeler dans cette période d'incertitude. Ce plan, alors cet audit des finances de la commune, alors déjà d'une première chose, on n'est pas obligé de faire intervenir un bureau d'études pour ça. Déjà, nous avons des services compétents au sein de notre commune, et il y a aussi la direction générale des finances publiques qui peut nous aider à se projeter dans notre plan pluriannuel d'investissement et à optimiser nos finances avec un service particulier qui s'appelle le Conseil aux décideurs locaux. La commune de Guignin, qui avait la volonté de réaliser une école, a fait appel à ce service qui lui a permis d'avoir une expertise et de proposer plusieurs scénarios d'investissement de façon à avoir quand même une fiscalité supportable par les contribuables pour réaliser ce gros investissement. Donc vous voyez, il existe des structures qu'on peut faire travailler pour nous à moindre coût et en bonne intelligence. Donc Daniel, je vais te laisser nous présenter certains éléments. Donc là, tu vas nous parler du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu à la commune de Guichen en février, et tu vas nous parler des projets de la majorité sortante et ensuite de nos projets. Voilà, je te laisse la parole. En fait, voilà, donc, tout ce qu'on vous a présenté ce soir, plus tout ce qui est dans le programme, il faut évaluer combien ça va nous coûter, donc, et voir aussi la capacité de la commune. Donc on est parti des documents qu'on nous remet pour le débat d'orientation budgétaire.
Et voilà, on a repris les chiffres déjà pour 2020. On sait qu'il y a 6 millions qui sont engagés, un peu plus de 6 millions. Il y a beaucoup de travaux qui sont lancés qu'on va bien sûr faire, on n'aura pas le choix parce que les appels d'offres sont faits. Et puis bon, à la marge, on aura peut-être quelques modifications, mais globalement, on est obligé de continuer ce qui a été engagé. Alors, on voit qu'entre 2019, où on avait une capacité de désendettement de 3 années 71, en 2020, on passe à 6 années. Et on continue, ça augmente jusqu'à 6 années 37. Donc nous, on est parti sur ces chiffres. Hein. Donc, en 2020, donc, il y a 6 millions, un peu plus de 6 millions en investissement. Après, en 2021, 3 millions, presque 3 millions aussi en 2022, et 1,5 million. Donc on s'est servi de ces chiffres pour construire notre plan d'investissement. Voilà. Et pour rester en dessous de 8 ans, parce que pour une commune, il faut rester en dessous de 8 ans au niveau de la capacité des endettements. Chiffre du double, là, on a construit notre fichier d'investissement. Et donc on a en jaune pâle, c'est tous les actions qu'on a prévues au programme. Et voilà, donc on ne va pas les prendre un par un parce que ça serait assez long. Et donc vers le bas du fichier, on retrouve en jaune plus marqué tout ce qui est prévu déjà en 2020 par la majorité actuelle qui a été votée en début d'année. Donc on aura peut-être quelques modifications à faire, mais ça sera à la marge. Et sinon, voilà, au niveau, dessin un petit peu encore. Voilà. Donc ce qu'on a évalué donc, comme dépenses, ce qu'on a trouvé pour notre plan d'investissement, correspond à ce qui était prévu au niveau au niveau des capacités financières de la commune. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir respecter les capacités financières de la commune. Alors, sachant que, comme disait Michel tout à l'heure, il y a beaucoup d'évolutions en ce moment entre ce qui est aussi VHBC, tout ce qui est taxe d'habitation, enfin voilà. Il faudra être vigilant parce qu'il y aura beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc voilà, ça se passe assez bien au niveau par rapport à ce qu'on souhaite faire comme investissement et les capacités, normalement on arrivera à tenir. Voilà, tout ça pour conclure que nous sommes des gens sérieux. Donc cette réunion prend fin. Donc on est heureux quand même d'avoir pu partager avec nous ce qu'on avait eu envie de vous montrer pendant ces temps d'échange. Donc moi je vais appeler tous les membres de la liste Guichen-Bourriand Positif à me rejoindre pour qu'on conclue. Et puis moi j'ai envie qu'on applaudisse nos téléspectateurs parce qu'ils sont derrière leur écran depuis un certain temps. Je les remercie de nous avoir suivis. Et on vous dit rendez-vous le 15 mars, allez voter, un seul tour à Guichen, évidemment puisqu'il n'y a que 2 listes, des mesures de précaution sont imposées par la préfecture, donc des mesures de prévention par rapport au Covid-19, donc les gens seront espacés d'1 mètre, donc il y a moins de risques, apportez votre propre crayon pour pouvoir signer avec vos affaires personnelles. Voilà, donc rendez-vous le 15 mars, on compte sur vous. Merci encore et merci pour cette belle énergie que vous nous avez donnée pendant 1 an. Nous, on est très enthousiastes. À bientôt.